Bonjour à tous, il est 15h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est parti donc à Addis Abeba pour prendre part au forum. Également dans l'actualité, plus de 100 000 élèves ont repris le chemin de l'école, c'était ce matin. Et en nouvelle internationale, le Zimbabwe, la capitale, fait face à une épidémie de choléra. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce départ du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à Addis Abeba. Le président de la République a quitté ce matin la capitale pour se rendre à Addis Abeba où va se tenir un sommet des pays membres de l'IGAD. L'autorité intergouvernementale pour le développement, ce sommet va être marqué par le retour de l'Érythrée au sein de l'IGAD et la forte volonté de pacifier le pays de la sous-région afin que l'on puisse réellement donc des questions de progrès, de développement. L'Érythrée s'est réconciliée avec les pays voisins, Djibouti, la Somalie et l'Éthiopie. Et donc l'accord inter-soudanais réalisé à Khartoum se bornait juste afin donc de marquer le principe de l'intention de paix auquel souscrivaient désormais toutes les parties belligérantes de la crise sud-soudanaise. En cela restait un accord lacunaire. Pour devenir exhaustif, il devra être complété par des clauses précises et détaillées sur un certain nombre de sujets fondamentaux, la mise en place convenue d'un gouvernement d'union nationale pour ce pays, les modalités de partage du pouvoir, l'adoption d'un consensus sur l'étendue de la région. Et je vous l'ai annoncé en début de journal, c'est parti pour la rentrée scolaire 2018-2019. 108 344 élèves de l'enseignement fondamental, soit l'enseignement de base et l'enseignement moyen, ont repris ce matin le chemin de l'école sur l'ensemble du territoire national. Selon le ministre de l'Éducation nationale, ils étaient au total 66 569 élèves de l'enseignement de base à savoir avoir rejoint l'école et 41 775 pour l'enseignement moyen, soit les collèges. Cette rentrée scolaire s'est déroulée normalement dans toutes les écoles ou collèges. Tous les enseignements de tous les enseignants, même ceux des régions les plus reculées du pays, étaient à leur poste. Au total, c'est 253 établissements publics et ceux du privé qui ont ouvert leurs portes ce matin dans tout l'étendue du territoire national. Par ailleurs, le nombre total de nouveaux inscrits en première année pour cette rentrée scolaire 2018-2019 s'élève à plus de 12 664 enfants, soit une augmentation d'1% par rapport à l'année dernière. Le nombre de filles parmi les nouveaux venus en classe se chiffre à 6 025, soit 48% des nouveaux inscrits. Cette année scolaire 2018-2019 a été marquée par le port de l'uniforme scolaire et l'on pouvait dire que de ces enfants, leur joie se retrouve de porter un même habit de couleur bleue et noire, garçons comme pour les filles. Et comme à l'accoutumée, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, n'a pas manqué d'effectuer une tournée des écoles et collèges. Il était accompagné de ses principaux responsables et collaborateurs qui étaient présents pour accueillir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud.
bien, pour nous parler plus en détail sur cette rentrée scolaire 2018-2019, nous avons avec nous sur ce plateau le conseiller du ministre de l'Éducation nationale, M. Ismaël Ibrahim Roblé. Bonjour monsieur, je me tourne vers vous. Bonjour. Donc vous avez accepté de répondre à nos questions, de parler de cette rentrée scolaire 2018-2019. Dans quelles conditions s'est passée donc cette nouvelle rentrée? Eh bien, la rentrée scolaire cette année s'est très bien déroulée. Nous avons pu observer lors de notre tournée qu'il régnait un climat empreint de sérénité et d'enthousiasme auprès de tous les élèves et de tous les parents et de tous les usagers de l'école. Comme vous le savez, cette année la rentrée est une rentrée un peu particulière parce que on peut citer, vous avez seulement cité l'uniforme scolaire, mais nous avons également la première promotion du corps unique des enseignants qui sont sur le terrain cette année. Et donc c'est une première pour nous, pour notre politique éducative plus encline à inclure tous les enfants du pays et surtout à mener une éducation de qualité au niveau de nos écoles. Eh bien, monsieur le conseiller, notre question, cette rentrée a été marquée par, comme vous le dites, c'est une tenue uniforme unique pour tous les élèves. Certains parents n'ont pas pu donc acheter pour leurs enfants donc une tenue pour cette année. Que pouvez-vous nous dire sur cela? Franchement, c'était vraiment rare. Nous avons pu observer que pratiquement la plus grande majorité des enfants étaient habillés de la tenue scolaire officielle. Mais c'est vrai que l'on voyait par-ci par-là quelques élèves qui n'avaient pas. Mais il faut savoir que l'éducation à Djibouti, elle est gratuite et elle est inclusive. Elle est obligatoire et elle est gratuite pour tout le monde. Et donc on ne pouvait en aucun cas refuser un enfant qui n'avait pas de tenue aujourd'hui. Mais il va sans dire que très certainement les choses vont s'améliorer dans les jours qui viennent. Nous le souhaitons. Donc, n'y a-t-il pas donc autre question, un manque d'effectifs au niveau des enseignants pour cette nouvelle rentrée? Là, je peux vous assurer que le ministère de l'Éducation nationale s'y est pris à temps pour faire de cette rentrée une rentrée réussie sur tous les plans, et pédagogique et administratif. Et pédagogique d'abord parce que nous avons placé tous les inspecteurs dans les postes à responsabilité au niveau de Djibouti et dans les régions. Nous avons également, au niveau, sur le plan pédagogique, nous avons pu avoir des réunions, d'intenses réunions avec les directeurs d'école, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques pour leur donner les directives de l'année scolaire et donc leur donner les moyens de pouvoir agir sur le terrain, sur le plan logistique et sur tout le reste. Et donc, en ce sens, moi je crois qu'il faudrait dire les choses telles que sont. Il y a eu une préparation, une sérieuse préparation de la rentrée scolaire, parce que nous avons, comme vous le savez très bien, il y a eu le passage de Sakar. Et donc, nos écoles ont subi certains dégâts. Et il a fallu les remettre en état. Il a fallu également doter ces écoles de mobilier scolaire. Il a fallu également procéder à un vaste nettoyage au niveau des écoles. Et c'est pour cela que nous avons sollicité, comme nous le faisons d'habitude, les partenaires de l'école, à savoir les corps constitués, la société civile et surtout, cette année, la mairie. Oui, les corps constitués, ce sont les militaires et la mairie, qui ont été vraiment très efficaces et qui ont répondu à notre appel. Et on pouvait le constater aujourd'hui, des écoles propres pour nos élèves. Et c'est ça, c'est très important. Nous avons également au niveau de l'école, dans les administrations, au niveau de l'équipe d'encadrement, nous avons cette année introduit les lettres de cadrage envers les personnels d'encadrement. Nous avons également introduit les lettres de mission spécifiques à chaque inspecteur, à chaque directeur d'école, pour pouvoir être à même de pouvoir rendre compte. Donc, système axé sur le résultat. Et donc, nous voulons pour nos écoles une gestion saine, propre et surtout efficace. Nous attendons des résultats de la part de qualité. Voilà, pour une éducation de qualité inclusive. Nous attendons des résultats, mais vraiment des résultats et surtout des résultats probants. Probants. Et une autre question donc que nous serons donc les images dans notre édition de ce soir. Nous allons parler donc avec vous de la tournée du ministre de l'Éducation à l'école de l'excellence. Ah, ça a été aussi
je pense, quelque chose de plus cette année, puisque nous avons, avec le ministre, pu effectuer une visite à l'école d'excellence. Et il y a là eu une cérémonie officielle de remise de 2 grands bus pour les élèves qui fréquentent cette école d'excellence. Et ce don a été remis par le secrétaire général de la présidence et surtout la maire de Djibouti qui a remis les clés de ces 2 véhicules pour l'école. Et est-ce que l'école Excellence est-elle payante? Non, nous avons appris qu'il payait. Non, l'école d'excellence, c'est vraiment, c'est la crème des crèmes. Donc, mais il ne paye pas juste un peu? Nous avons appris qu'il payait au moins 10 000. Il y a une petite participation, voilà. Mais c'est vraiment pour les activités périscolaires. Très certainement, mais il n'y a pas, si par exemple le parent est d'une catégorie sociale plus ou moins modeste, très certainement il ne paiera pas. Merci donc M. Smahan Ibrahim Roblé d'avoir répondu à notre question. Je vous en remercie. Et c'était donc avec nous le conseiller technique du ministère de l'Éducation, et de là nous passons donc à l'autre actualité internationale de ce 15h en parlant donc du retour du premier donc à Tadjoura, par exemple le magazine sur l'impact des services citoyens. Regardez. Pensez donc que nous aurons ces images dans notre édition de ce 22h. Et les membres de la Commission nationale de défense des droits de l'homme se sont rendus ce matin à la prison civile de Gabot pour une visite d'inspection et d'information sur les conditions de détention de suivi des mineurs. C'est le président de la CNDH en personne, M. Seleban Omaroudine, qui a conduit donc cette visite. Il était accompagné par le secrétaire général, M. Jibril Ousmane, ainsi que plusieurs commissaires, parmi lesquels étaient Madame Souad Qassim, membre Mohamed Fathia, Ibrahim Daher, ainsi que les principaux collaborateurs. L'objectif de ce déplacement était de s'enquérir sur les conditions de détention et de traitement des détenus dans la prison de Gabot. La délégation de la CNDH a eu une réunion de travail à huis clos avec les civils, avec le directeur de la prison centrale de Gabot, puis une seconde rencontre avec le directeur adjoint et le capitaine Abdi Ali Farid, son adjoint Hawa Moumin. Ensuite, la délégation a visité les différentes salles de prison, dont celle des mineurs et des femmes, un atelier de formation sur le dortoir, et le président et sa délégation ont eu des contacts directs avec les prisonniers. Les images dans notre édition de ce soir. Et la ville d'Ali Sabi a accueilli ce matin une délégation du conseil départemental de la ville de Mayotte. Les membres de cette délégation, conduite par M. Ahmed Atoumani, du conseil du département de l'île de Mayotte, était composé de techniciens de la direction de coopération, d'un technicien de la direction de l'agriculture et d'un autre spécialiste de la culture, notant la présence du président du conseil régional de Tadjoura, M. Omar Hussein Omar. Les visiteurs se sont longuement entretenus avec le président du conseil régional d'Ali Sabié, les collègues élus régionaux. Ce département de membres du conseil départemental de Mayotte s'inscrit dans le cadre de la coopération de décentralisation. Les entretiens des deux parties ont porté sur les possibilités dans le domaine des échanges, leurs expériences respectives, comme dans le domaine de la culture, du sport. Ali Sabié, les visiteurs ont été conduits par le président du conseil régional de Tadjoura, dans sa région, pour une mission similaire. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité à travers le monde. La ville de Durban, en Afrique du Sud, accueille le sommet mondial sur les télécommunications de l'Union internationale des télécommunications. Et pour nous en parler en détail, Samater Saïd, bonjour Samater. Bonjour Ferdous, bonjour à vous. Eh bien, effectivement, Ferdous, ce festival de la tech, qu'on peut dire, met en vedette certaines des plus belles innovations mondiales, en allant de la finance numérique à l'intelligence artificielle, en passant par la connectivité, de la cybersécurité. Un peu plus loin, une entreprise exploite ce qui se fait de mieux dans le domaine de la réalité virtuelle, autrement dit le VR.
pour renforcer la sécurité dans les mines. Le VR, comme l'intelligence artificielle, ou IA, intelligence artificielle, font un tabac dans le couloir du forum. D'après une récente étude, le IA, l'intelligence artificielle, pourrait doper l'activité mondiale de 13 milliards d'ici 2030. Les organisateurs espèrent fertiliser l'écosystème de la tech en connectant et les déconnecter. Et ce matin, nous restons toujours en Afrique, au Zimbabwe, notamment où la capitale zimbabwéenne fait face à une épidémie de choléra. Effectivement, le Zimbabwe a déclenché hier l'état d'urgence dans sa capitale, Harare, en raison d'une épidémie de choléra qui a déjà fait 20 morts. Touché plus de 2000 personnes, la maladie serait répandue à la suite de la consommation d'eau souillée par l'explosion des canalisations d'évacuation d'eau usée dans 2 quartiers de Harare. Depuis plusieurs années, la ville a surtout fait approvisionner plutôt en eau potable la municipalité. Mais certains habitants sont obligés de se ravitailler dans des puits ou des forages contaminés. Les ventes de viande et des poissons ont été interdites dans le quartier de Budiro à Guinée. Et ce matin, donc au Kenya, forte opposition pour la nouvelle taxe carburant. Effectivement, Ferdous, le président Kenyatta est dans une situation délicate. D'un côté, il est sous pression pour annuler cette taxe très impopulaire. Et d'autre, il risque de mécompter le Fonds monétaire international à qui il avait promis de mettre en place cet impôt. Le FMI demande en effet, Ferdous, au Kenya d'augmenter ses recettes fiscales pour compenser l'explosion de sa dette. Les observateurs pensent que l'institution pourrait menacer de suspendre des prêts si le Kenya annule sa taxe. Selon la presse kenyane, le président Kenyatta doit faire le point demain sur la situation. En tout cas, son gouvernement sera dans les tribunaux. Et un accord commercial se dessine entre les États-Unis et le Canada. Qu'en est-il donc? Effectivement, le chef de la diplomatie canadienne a laissé entendre qu'un compromis était désormais envisageable entre les deux parties, qui doivent encore s'accorder sur plusieurs sujets cruciaux. Washington et Ottawa pourraient sceller prochainement un compromis pour moderniser l'accord de libre-échange nord-américain et a laissé entendre hier soir le ministre canadien des Affaires étrangères. Il est très important, a-t-il dit, d'informer le Premier ministre Justin Trudeau des avancées, a ajouté le chef de la diplomatie canadienne. Les négociations pour moderniser l'ALENA, qui lie depuis 1994 les économies de 3 pays, a été imposée en août 2017 par le président américain Donald Trump, qui considère ces traités comme le pire de l'histoire pour avoir détruit des emplois américains. Et en Hongrie, ce matin, la Hongrie sous menace d'une procédure européenne. Effectivement, le texte Ferdous qui sera soumis au vote aujourd'hui propose le déclenchement de l'article 7 du traité de l'Union européenne pour risque de violation de l'état de droit. Cet traité de l'Union européenne pour risque de violation et cette arme politique peut entraîner une suspension du droit de vote à un État membre. Mais les dirigeants hongrois contestent les accusations et le débat a une nouvelle fois réaffirmé les oppositions profondes au sein de l'hémicycle. Les dirigeants sociaux-démocrates, Ferdous Udo Billmann, jugent que Viktor Orban est à la tête du gouvernement le plus corrompu au sein de l'Union européenne. Pour les partisans d'une sanction contre Budapest, il s'agit tout simplement de la survie de l'Union européenne. Merci Samatar pour toutes ces précisions et à vous de nous quitter. Nous allons vous montrer cette photo sur la rentrée scolaire 2018-2019 des enfants habillés en tenue scolaire uniforme. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité.